Retour plateau, mesdames, messieurs, pour recevoir notre premier invité, je dirais notre première rubrique, pourquoi pas. Eh bien, ce matin, vous savez, les mercredis, nous parlons économie et aujourd'hui, nous allons parler investissement, voilà, j'y arrive. Et nous vous avons posé la question de savoir, en République du Bénin, comment est-ce que l'on peut promouvoir l'investissement privé. Alors, nos canaux digitaux sont bel et bien disponibles pour vos analyses, vos suggestions, vos réflexions, pourquoi pas, et même vos propositions pour permettre au pays d'engranger beaucoup plus d'investissements privés pour son développement. Comment, donc, à votre avis, mesdames, messieurs, l'on pourrait promouvoir l'investissement privé dans notre pays? Allez, pour en parler, justement, et surtout au niveau industrie, voilà, nous allons recevoir pour vous un invité et ma chère collègue Alessandra Diotan est bel et bien présente. Alessandra, bonjour. Bonjour Alain Soutchoumé, c'est un plaisir de vous retrouver et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent depuis chez eux. Plaisir partagé, mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Comment se fait-il qu'on a porté pratiquement les mêmes couleurs ce matin? C'est juste une belle coïncidence, si je puis le dire. Je me suis étonné, mais je me dis, mais Alessandra m'a fait ce coup-là, ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça m'a aussi surpris. Allez. Mais sinon, comment aurais-je pu savoir que vous allez arborer ce matin du violet? Il n'y a aucune possibilité de le savoir. Vous voyez, non. Mais par contre, ce que nous devons savoir, c'est qu'au plan national, au niveau de l'industrie, il y a des investissements privés qui se font et il y a une appréciation qui va être faite. Le secteur est en plein essor. N'est-ce pas? En un mot. Alors, essor de l'industrie au plan national, l'appréciation du Conseil des investisseurs privés du Bénin, c'est le thème, c'est le sujet, objet de la chronique économie de ce matin. Les industries, vous le savez bien, jouent un rôle capital dans le développement d'une économie. Elles alimentent la croissance économique car pourvoyeuses d'emplois et créatrices de valeur ajoutée. Motivées par les réformes et les mesures d'incitation, des mesures de facilitation mises en place par l'exécutif, eh bien, les investissements dans le secteur industriel vont croissant au Bénin d'année en année. Le développement de la zone industrielle de Glodigbé en est d'ailleurs une preuve. Ce matin, nous recevons Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés, comme invité. Roland Ribou, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Il y a longtemps que nous vous avons reçu par ici, ça remonte la dernière fois en 2024. Voilà. Et donc déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai bien envie de vous demander comment se sont portés les investissements au Bénin en 2024. Bon. Commençons d'abord par le CIPB. Donc le CIPB, Conseil privé au Bénin, c'était une très bonne année. On a fait beaucoup de choses. Nous avons eu en début d'année la présentation de notre livre sur la motivation et l'engagement des personnels. On peut jeter un coup d'œil? Je vous en prie. Qui est un élément fondamental. Il faut que le personnel soit motivé de façon à ce qu'il puisse être efficace et que tout le reste suive. Donc on a fait ce lancement. Nous avons eu plusieurs ateliers. Nous avons eu un atelier sur l'assurance maladie. Alors l'assurance maladie, c'est un sujet que le gouvernement est en train de toucher, qui est important. Nous avons aussi un atelier sur l'incendie. On n'y fait pas assez attention, mais ça peut avoir des conséquences catastrophiques pour les entreprises. Donc je pense que c'était bien d'avoir fait cet atelier. Nous avons lancé 2 groupes de travail, un justement sur la motivation, en essayant d'aller plus loin, de faire des propositions concrètes à partir du livre, et l'autre sur justement l'industrie, qui est le sujet de ce matin. Et pour couronner cette année, nous avons eu notre habituel séminaire sur la justice commerciale, qui est bien sûr très importante pour toutes les entreprises et industrielles en particulier, que les contrats soient respectés, qu'on puisse aller se plaindre si on le souhaite et qu'on nous rende justice. Donc c'était une année tout à fait intéressante et qui correspond assez bien au fait que l'industrie, je dirais, s'est bien portée, surtout justement, vous l'avez mentionné, sur Glodigbé. Justement, où en sommes-nous aujourd'hui au Bénin? Parlons d'industrialisation. Bon, vous avez 2 choses avec Glodigbé d'un côté et puis le reste. Alors Glodigbé, c'est vraiment une espèce de phare pour le pays. C'est un modèle, ça attire l'attention de beaucoup de gens qui viennent, d'entreprises étrangères, même du gouvernement qui viennent voir. Et effectivement, c'était un grand succès puisque l'objectif de
couvrir les 1600 hectares d'entreprises a été atteint avec, je pense, 1 an d'avance. Ça doit être 34 entreprises qui, pour l'instant, déjà emploient 10 000 personnes, qui vont employer 40 000 personnes dans le futur, donc le futur prochain, n'est-ce pas? Donc c'est une belle réussite pour le pays, je répète, c'est une vitrine. Ça c'est un, et après vous avez le reste, donc tout le reste du pays, qui lui effectivement a un tissu économique, un tissu d'entreprise qui est encore, je ne dirais pas embryonnaire, mais qui est tout à fait insuffisant par rapport à ce que ça devrait être pour essayer de faire la paire à Glogic Bay. Bon, dans ce domaine, le gouvernement a fait d'énormes efforts et est arrivé à avoir un certain nombre de points qui étaient indispensables. L'un des plus importants, justement l'année dernière, ayant été la création de cette agence pour le développement des petites et moyennes entreprises, qui doit effectivement permettre au tissu industriel béninois de se développer. La création de l'ADPME. L'ADPME, exactement, oui. Alors, avant d'aller aux mesures ou je sais pas, à l'arsenal mis en place, comment est-ce que vous, déjà, vous appréciez le parcours, là où nous en sommes? Bon, d'abord, c'est intéressant, si on regarde le parcours sur son ensemble, c'est quand même pas mal d'avoir un PAG, n'est-ce pas? De savoir où le gouvernement veut aller, ce qui est assez une nouveauté par rapport à ce qui se passait avant, où on travaillait, mais sans avoir un plan révélé, en tout cas. D'accord. Là, cette fois-ci, on a effectivement un BNR révélé et un plan révélé aussi. Donc ça, c'est très important, parce que ça permet aussi à l'investisseur de savoir là où il peut toucher, là où il peut aller, là où le gouvernement, justement, est dans la même logique que lui. Donc ça, c'est très important. Donc là, c'est un bon point. Après, donc, effectivement, si vous voulez, on peut dérouler les mesures qui ont été prises ou les ambitions, les stratégies. Déjà, vous avez fait observer que c'est insuffisant ce qui se fait. Parlons de l'autre côté, en dehors de la GDZ, c'est insuffisant. Ça aurait été quoi la normalité, d'après vous? Quelle situation vous aurez comblé? C'est tout un plan. Ça ne peut pas être simplement une mesure. Hein. Donc les mesures qui ont été prises sont très nombreuses. Mais bon, à mon sens, ce qui pourrait manquer, qui pourrait être intéressant, c'est un dialogue public-privé dans le domaine. Bon. On ne va pas mettre la charrue devant les bœufs. Commençons donc d'abord par évoquer les mesures. Bon, les mesures passées. Oui. Les mesures passées qui sont importantes. Bon, on a bien compris que le pays a un grand problème de compétences en matière de technologie, technique, etc. Oui. Et donc, il y a cette stratégie d'enseignement technique qui a été mise en œuvre. Et ça, c'est très, très important. Et donc ça doit être suivi, mais c'est de longue haleine. On prend les gens et puis on les forme et petit à petit, ils s'améliorent, ils font des expériences et puis ils arrivent à niveau. C'est extrêmement important. Ça, c'est un point qu'on ne doit pas négliger. Tout le travail qui a été fait sur l'informatisation de l'administration, en particulier de la fiscalité, est aussi extrêmement important parce que ça donne une assurance à ceux qui viennent ou ceux qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale que les choses sont normalisées, se passent bien. Et le directeur des impôts faisait remarquer que dans le passé, la veille du jour où il fallait déposer les déclarations, les états financiers, oui. Où vous aviez une foule qui était là et puis qui se précipitait pour essayer d'être à l'heure. Mais aujourd'hui, tout est dématérialisé. Exactement. C'est ça. Voilà, donc ça c'est un gros avantage et c'est su. Et puis bon, l'absence de contact humain, c'est pas mal aussi dans certains cas. Donc tout ça c'est très important. À côté de ça, vous avez, il ne faut pas le négliger, Cotecna qui est entré en jeu et qui se charge de vérifier la qualité des produits. C'est une des stratégies importantes pour la lutte contre la concurrence déloyale, d'arriver à ce que puis aussi pour la santé des populations, s'il s'agit de médicaments ou bien de produits alimentaires.
Donc ça, c'est aussi important. Voilà, je pense que si on regarde, il y a eu beaucoup d'autres mesures, mais enfin, c'est 4 mesures, c'est-à-dire la création d'une agence spécialisée sur les PME, l'aspect éducation, la formation technique, Cotecna, et puis la fiscalité. Je pense que c'est quelque chose qui peut être appétissant pour un investisseur étranger ou local d'ailleurs. La fiscalité, à part la fiscalité, qu'est-ce qui d'autre peut constituer un appât pour l'investisseur étranger? Un appât, c'est l'appât du gain, n'est-ce pas? Donc il y a les opportunités. Les opportunités, elles sont là aussi un peu révélées par la zone de Glogic Bay, où l'on voit que tout ce qui est produit primaire, agricole, devrait pouvoir être non pas exporté en l'état, mais transformé. Donc ça incite effectivement des gens à venir, et donc ils sont venus. Donc ça, on l'a vu sur le textile. Bon, petit à petit, on va arriver à transformer une partie importante de notre production de coton-fibre en vêtements, etc. Donc ça, c'est en route, c'est un processus très long parce que ça demande énormément d'investissement. Puis vous avez les produits de base comme le soja ou le noix de cajou qui vont se retrouver désormais transformés sur place. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc ce sont les premiers points, si vous voulez. Alors, quand on veut bien analyser les choses, d'après vous, quels sont les indicateurs d'un secteur économique en croissance ou d'un secteur, faisons fixation sur l'industrie telle que nous l'avons déjà démarré, quels sont les indicateurs d'un secteur industriel en croissance? Wow. Ouais. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous voyez les entreprises qui viennent de plus en plus nombreuses, c'est clair que c'est un secteur en croissance. Essentiellement, si vous voulez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les entreprises qui existent voient leur chiffre d'affaires se développer favorablement dans un bon environnement et que vous avez des gens à la porte qui viennent essayer de rentrer. Ça, c'est un secteur en croissance. Bon, tout à l'heure, dans une des émissions, on parlait, avant que je ne vienne, on parlait du taux de croissance du Bénin, 6%. Bon, c'est bien clair que ça signifie que là-dedans, il y a une partie importante qui est constituée par l'industrie, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire alors? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, si vous voulez, donc je disais que maintenant qu'on a posé les bases, ce qui était important, c'est-à-dire numérisation, enseignement technique qui va se développer, etc., il reste tout un ensemble de choses pour rendre l'environnement complètement satisfaisant. Il y a des choses qui existent, qui sont par exemple la contrebande et la fraude. D'accord. Ça, pour l'instant, je pense que c'est quelque chose qui est un fait, qui est pas niable. Chaque fois que vous avez par exemple l'ANERA qui tombe un peu, et ça arrive souvent, tout d'un coup vous avez des bouteilles de bière Star qui arrivent partout. Alors ça, c'est pas complètement normal, si vous voulez, parce que ces bouteilles ne sont pas venues, elles n'ont pas été dédouanées, elles n'ont pas payé les taxes, etc. Et elles arrivent comme ça par l'opération du Saint-Esprit, et elles se retrouvent dans les bars, les restaurants, etc., au marché, si vous voulez. Il faut avoir un contrôle sur la concurrence, vous voulez dire. Oui, je pense que c'est ça, si vous voulez. Je pense qu'il y a un problème à la base, peut-être d'effectif ou peut-être de pas être violent. Et par exemple, le président Talon n'a pas hésité à nettoyer les trottoirs, à faire en sorte que les gens qui étaient là de façon informelle, je dirais, n'y soient plus. Mais quand vous allez au marché, vous avez des petits biscuits, là, des petites sachets de biscuits bon marché pour tous les gens. Alors vous en avez un qui est marqué Made in Benin, etc. Et forcément, si vous demandez au commerçant, il va vous sortir une facture normalisée. Oui. Et à côté, vous avez le même produit, comme par hasard, 20% importé moins cher, avec bien écrit NAFDAC dessus. Et je ne pense pas que le petit commerçant ne pourra jamais sortir une facture normalisée. Donc ça, ce sont des phénomènes qui existent.
qui effectivement font vivre beaucoup de gens à la frontière en particulier, hein, mais qui sont nuisibles à l'industrie béninoise. Alors, parlant justement d'industrie, monsieur Roland Ribou, moi j'ai envie de vous poser une question. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez mis l'accent sur le développement de Glodjibé, ce qui est indéniable. Mais vous avez parlé dans le même temps de l'insuffisance de ce tissu industriel dans les autres zones ou bien secteurs du pays. Alors, comment est-ce que l'on pourrait booster justement ce tissu industriel insuffisant dans les autres zones du pays? Bon, les gens vont venir naturellement et après ils vont regarder qu'est-ce qu'on leur propose. Alors, il faut savoir que Glodjibé, c'est un endroit où il faut avoir des capitaux très importants pour pouvoir y accéder. S'installer. D'abord, ouais. c'est la règle, hein, une règle on a petit à petit augmenté le montant de capital indispensable, mais ils ont raison parce qu'en fait, les gros avantages de cette zone sont compensés, je dirais, par le fait qu'il y a un loyer important. Si vous êtes une entreprise de taille petite et que le loyer devient important dans votre chiffre d'affaires, c'est foutu. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Non. Donc, si par contre vous êtes grande taille, vous avez dépensé 400 millions de dollars pour monter votre usine, le loyer est insignifiant. Donc, c'est réservé à ces gens-là. Maintenant, où vont aller les autres? Bon, ils ont deux solutions. Ils peuvent aller n'importe où dans le pays. Et même à la limite, s'ils veulent exporter, ils pourront créer un point franc. Par exemple, s'ils le souhaitent, de toute façon, ils peuvent bénéficier du code des investissements s'ils arrivent à être dans la catégorie. Ils peuvent aussi aller à Glodjibé. Alors, Glodjibé, je dirais, c'est le parent pauvre par rapport à Sémépoji. C'est-à-dire que là-bas, vous n'avez pas payé des loyers très importants, mais par contre, les routes ne sont pas, enfin, les routes à l'intérieur de la zone ne sont pas au niveau. L'énergie, donc l'électricité, n'est pas fournie de façon suffisante. Il y a des gens qui ont travaillé pendant 1 an en groupe électrogène, etc. Si vous voulez. Donc c'est un endroit qui est très bien, magnifique, mais il faudrait une remise à niveau. Ça, c'est indispensable et ça peut vraiment attirer parce que les entreprises viennent de toute façon. Hein, donc il y a sans arrêt des entreprises qui viennent, qui s'installent dans l'acier, dans les boissons, dans différents domaines, se sont installés. Même il y a une minoterie que j'ai visitée. Donc vraiment les gens viennent, mais ils viendront sûrement plus nombreux si la zone est un petit peu améliorée. Ça c'est clair aussi, si elle peut effectivement figurer dans des petits films où on montrerait, comme on montre la beauté de Glodjibé, on pourrait montrer la beauté aussi de Sémépoji. Alors, il y a... Alain, vous avez une autre question? Oui, j'ai bien envie de demander à M. Roland Ribou de nous dire, à part les freins au niveau douanier, comme vous semblez dire, au niveau de la concurrence déloyale qui semble pointer encore du nez, à part, il y a aussi, que vous avez évoqué, l'insuffisance de l'électrification, mais de la disponibilité de l'énergie électrique. Quels sont les autres freins que vous avez remarqués dans l'industrialisation, dans le monde des affaires dans le pays? Bon, mais justement, puisque avant d'aller jusque-là, vous avez parlé de l'énergie électrique, de l'électricité. C'est un point important et c'est un de mes dadas, je dirais. Je ne peux pas éviter d'en parler chaque fois que je suis dans une émission comme la vôtre ou dans un débat. Il y a quelque chose qui maintenant, à mon avis, commence à être important, c'est l'énergie d'origine nucléaire. Donc, pendant tout un temps, vous savez, ça a été stigmatisé. Comme on dit, c'était méchant, etc. En réalité, quand on regarde les risques, on s'aperçoit que c'est l'énergie probablement la moins dangereuse de pratiquement toutes. J'ai vu des graphiques comme ça où le charbon, des milliers de morts, etc. L'énergie nucléaire, non. Il y a eu un incident grave au Japon pour des raisons spéciales. Le Japon avec ses problèmes sismiques et autres. Mais de manière générale, l'énergie nucléaire est une énergie parfaite, je dirais, et assez bon marché. Et actuellement, il y a ce développement de ces petites unités, petites unités entre 5 et 300 mégawatts. Et par exemple, le Maroc et l'Afrique du Sud sont sur cette logique, ont passé des accords, je crois, avec les Russes, je pense. Et à mon sens, c'est l'énergie de l'avenir.
parce que d'abord, les coûts sont moins élevés que les autres énergies. Ensuite, vous pouvez stocker votre carburant pour les 5 ou 10 prochaines années, donc vous avez une assurance totale sur le coût de votre énergie pendant cette période-là, alors que le reste, vous avez le pétrole, d'un coup il monte, il descend, il monte, il descend. Et donc vous estimez qu'il faudrait en avoir au Bénin, c'est ça? Tout à fait, bien sûr, oui. Moi je suis tout à fait de cet avis, il faut explorer. Actuellement, je pense que les deux pays qui sont, disons, bien en avant là-dedans, c'est la Russie et les États-Unis. Donc c'est intéressant, il y a une concurrence, donc peut-être qu'on peut arriver à discuter avec eux. Quels sont les autres freins, justement, tels que vous le demandez à la... Les autres freins, bon, on peut quand même revenir sur ces différents aspects de concurrence. Donc concurrence déloyale, on a vu le cas de ce qui arrive du Nigeria et en contrebande. Vous avez aussi d'autres choses qui passent par le port. Alors pour l'instant, à ma connaissance, Cotecna n'a que certains produits dont il s'occupe. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, je sais que lorsque je les ai rencontrés il y a 2 ans, ils avaient seulement un certain nombre de produits spécifiques. Il faudrait qu'ils puissent avoir toute la gamme des produits. Il faudrait qu'ils soient installés dans le port de Cotonou, comme par exemple à Tema, au Ghana. L'entité qui est l'équivalent est au sein du port, et quand on les visite, on voit partout des boîtes de conserve, des boîtes de ci, des boîtes de cela. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un conteneur arrive, ils prennent des échantillons et puis ils regardent. Donc vous appelez à une sorte de décentralisation de cette structure-là? Non, qu'elle se centralise au port. Déjà, c'est l'endroit le principal par lequel passent des choses. Alors, moi, j'ai un ami qui d'ailleurs n'est pas membre du CIPB, à mon grand regret, mais qui fait des concentrés de tomates et du yaourt liquide. Vous verrez, vous devez deviner qui c'est. Eh bien, lui, il a fait faire des analyses de concentrés de tomates chinois. Je sais, il y a des investisseurs chinois qui arrivent, mais enfin, c'est pas le problème. Eh bien, il n'y avait pas de tomates dedans. Il y avait n'importe quoi sur la tomate. Donc, c'était probablement de la pomme de terre, et puis ils avaient mélangé un peu de colorant. Du colorant. Bon, ce qui arrive chez nous, après, ce sont les populations qui utilisent ça, si vous voulez. Donc, ce genre de produit devrait être sérieusement contrôlé. Et ça, je suis sûr que ça va se faire. Mais enfin, c'est parmi les choses qu'on demande. Ça, c'est ce qu'on appelle les mesures non tarifaires. C'est-à-dire que vous refusez l'entrée de produits qui ne sont pas conformes à certaines normes dont vous avez décidé qu'elles étaient indispensables pour le pays. Alors nous avons observé, M. Ribot, que plusieurs investisseurs optent sortir les produits finis fabriqués sur place du pays. Et donc c'est l'exportation. Carrément. Quelles sont aujourd'hui les mesures de facilitation que nous avons au Bénin parlant de l'exportation? L'exportation? Oui. Écoutez, logiquement, déjà par rapport à Glogic Bay, vous avez l'AGOA, à moins que le président Trump ne décide ça, c'est avec les États-Unis. Oui, absolument, mais c'est quand même un marché énorme. Donc, j'ai l'impression que c'est un objectif important. Parce que ce qui va se faire à Glogic Bay, sur ce qui est des vêtements, justement, ça va être sur l'Europe et les États-Unis. Justement, quand on n'est pas à Glogic Bay, est-ce que c'est facile de sortir son produit du pays? Non, c'est pas facile, parce que si vous allez vers l'Europe, mais ça, c'est pas la faute du Bénin, vous allez, ou du gouvernement, je veux dire, vous allez devoir vous faire enregistrer, vous aurez des normes, etc. Donc, et ça, souvent, pour certains produits, c'est assez compliqué. Ça coûte beaucoup d'argent de pouvoir être enregistré, par exemple, par l'Union européenne. Est-ce que le CIPB travaille quand même à faciliter la tâche à ses membres? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? C'est une contribution intellectuelle. Justement, c'est là où je dois rendre hommage aux membres du CIPB, c'est qu'en fait, ils payent pour un travail de long terme. Ils payent pour le fait que ce qu'on pourra réussir servira à tout le monde, y compris aux non-membres. Mais je pense qu'ils en sont un peu conscients et que finalement, ça rapporte à tout le monde. Par exemple, lorsque nous avons un petit peu lancé l'activité, je crois que c'était en 2005, on a obtenu une baisse importante d'impôts sur les sociétés.
Bon, c'était quand même, pour les membres, c'était vraiment intéressant. Je pense qu'ils étaient contents aussi que les autres en aient bénéficié, mais eux déjà l'avaient. Et puis, donc c'est ça, si vous voulez. Non, c'est pas notre... Ça surprend un peu les gens, mais on ne rend pas vraiment de service à chaque membre en particulier. C'est vraiment un service collectif. Vous voyez, par exemple, nous soutenons le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce rend une justice qui, à mon sens, est tout à fait intéressante pour les justiciables qui veulent vraiment avoir des résultats normaux, je veux dire, si vous voulez. Essor de l'industrie au plan national, l'appréciation du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Nous en avons parlé avec vous, Roland Ribot. On ne saurait vous laisser partir sans vous demander qu'est-ce que vous souhaiteriez voir changer ou, je ne sais pas, un appel à l'aide, un appel à l'endroit de l'exécutif où vous avez votre dernier mot à dire quand même. Oui, pourquoi pas. Je vais commettre un article qui paraîtra, j'espère, dans quelques jours dans l'Économiste. Je n'ai pas encore parlé avec le directeur, mais je pense qu'il sera d'accord, qui reprendra une partie de ce que nous avons dit ou autre chose de ce que nous avons dit ici. Et à la fin, je suggérais la création d'une agence nationale pour le développement de l'industrie. Vous voyez, de façon à pouvoir coordonner tous les efforts, à pouvoir rencontrer chaque secteur d'activité et lui demander, bon, quel est votre business plan par rapport à ça, comment peut-on vous aider? À mon avis, après les mesures générales que j'ai citées, qui sont excellentes, il faudrait aller vers ce genre de détails pour que chaque secteur qui le souhaite puisse se développer. Oui, mais voilà. Monsieur Ribot, pas pour vous contredire, mais est-ce que en lançant cet appel à une telle agence, on ne pourrait pas vous opposer le fait qu'il existe déjà l'agence pour le développement des petites et moyennes entreprises? Est-ce qu'elle ne s'occupe pas de l'industrie? Elle s'occupe de tout genre de secteurs. Il y a aussi les services, etc. Si vous voulez, limite l'agriculture, l'agro-industrie. Non, moi, ce dont je pense, c'est quelque chose dédié tout à fait spécialement à l'industrie. Et le rôle de cette agence, dont je connais bien le directeur général, c'est en réalité, je dirais, de mettre à niveau les entreprises. Okay. Vous voyez, là, je souhaiterais mettre à niveau toute la structure étatique, du commerce, la douane, les impôts, oui justement, la douane, on en parlait, que la douane aille dans les marchés et puis aide les entreprises, ce genre de choses. D'accord. Je pense que ce message est passé. Tout à fait. Ce sera donc tout pour la chronique économique de ce matin. Alain Sochomé, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, ma chère Alessandra Diotan, pour cette belle chronique. Nous allons retrouver certainement M. Ribot tout à l'heure dans le grand débat, puisque nous parlons investissement aujourd'hui. Et puis, ça va apporter quand même beaucoup plus de détails également à tous ceux qui souhaiteraient, pourquoi pas, s'investir dans les affaires. Merci à vous, Alessandra Diotan. On vous retrouve la semaine prochaine. C'est bien ça. Allez, mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause et on vous revient dans un instant.